Bonjour, je suis Sandrine Donzel de S comme c'est. Mon métier c'est de décoincer les problèmes et j'accompagne les parents, les familles, les couples, etc., etc. autour des difficultés émotionnelles et relationnelles. Et c'est dans ce cadre-là que je vous propose ce rendez-vous du SOS S comme c'est, tous les mercredis matins, ou presque tous les mercredis matins hors vacances scolaires, en direct live sur la page Facebook de S comme c'est. Le lien est dans la description de la vidéo pour ceux et celles qui ne la connaissent pas. Et du coup, le principe du SOS comme c'est, qu'est-ce que c'est? Eh bien, pendant toute la semaine, vous m'envoyez des questions par mail. Et le mercredi matin, j'en tire une au sort et j'y réponds, hop, en direct, en 10, 15, parfois 20 minutes. L'intérêt du live, c'est que vous pouvez poser des questions complémentaires, réagir à ce que je dis. Donc faites-le bien sur la vidéo originale, sur la page Facebook, pas sur d'autres partages, parce que sinon, bah évidemment, je ne les vois pas pendant que ça déroule. Et bien comme tous les mercredis matins, vous commencez à être un peu nombreux, j'espère que vous avez votre café, que vous êtes confortablement installés, parce que je vais aller tout de suite tirer au sort la question. Alors, comme d'habitude, je touille, je brassouille. Le numéro 7. Alors, quelle est la question numéro 7? La question numéro 7. Alors, je remets mes petites lunettes. Bon, déjà, Cindy me remercie pour mon travail de qualité et tous les articles que je mets à disposition. Bah, merci Cindy, et merci à tous ceux et à toutes celles qui sont en train de regarder et qui regarderont par la suite. J'en profite pour rappeler que vous pouvez contribuer sur Tipeee si vous trouvez que les ressources que je mets gratuitement à disposition sont sympas et vous aident. Vous pouvez faire un don à partir de 1 € sur une plateforme de pourboire participatif. Là aussi, le lien sera dans la description de la vidéo. Alors, je continue avec la question. Mon fils de 7 ans est très anxieux depuis quelques mois à la moindre séparation, même 2 minutes, avec l'un ou l'autre des parents. Larmes, tremblements. Il dit vouloir profiter de nous, de notre présence. Depuis peu, il dort très mal, beaucoup de réveils nocturnes, peur du noir, du silence, veut dormir avec nous. Il dit avoir peur de voleurs, de se faire voler. Un petit historique, le papa faisait un travail très prenant, il se voyait peu, mais depuis il a changé de job, il se voit beaucoup. Depuis il ne veut plus se séparer de nous, je ne sais pas s'il y a un lien. C'est difficile de voir son enfant triste et apeuré par cette séparation, mais aussi inquiétant, surtout maintenant qu'il n'arrive pas à dormir la nuit. RAS côté école, pas de décès dans la famille, nous nous sentons vraiment impuissants. Eh bien, c'est une question qui tombe hyper bien. Merci Julie de m'avoir confirmé que le son est bon. Pourquoi est-ce que je dis que cette question tombe hyper bien? Parce qu'en fait, on m'a déjà posé régulièrement cette question, pas forcément dans le cadre du SOS S comme c'est. Parfois les gens m'envoient un petit message en me disant au secours, mon enfant a des angoisses. Donc je pense que ça va répondre à beaucoup de monde. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de dire à propos de cette situation? La première chose, évidemment, mais c'est ce qu'a fait cette maman, enfin ce qu'ont fait ses parents, c'est quand un enfant comme ça a des angoisses, donc là je rappelle qu'il a 7 ans, hein, c'est pas un tout petit, donc l'âge peut avoir son importance dans la façon dont on aborde les angoisses. En gros, la première chose à faire, c'est effectivement de se demander, est-ce qu'il y a un événement déclencheur qui peut être un décès, une maladie ou quelque chose de ce style-là. À ce moment-là, il va falloir mettre des mots aussi sur cet événement. Et la première chose, et je pense que ça ressortira tout du long de ce live, dépathologiser l'émotion. Quand on vit un événement qui est marquant, qui est important, ça suscite aussi des émotions, et ces émotions sont logiques. Alors certains vont les ressentir plus que d'autres, certains ne vont pas les ressentir du tout, mais c'est logique de ressentir des émotions. Et donc, ça peut être simplement quelque chose de temporaire qui va s'apaiser au bout de quelques semaines, quelques mois, et ça vaut le coup d'expliquer aux enfants que, bah oui, on ressent parfois des émotions, des angoisses, et que tout ça est, ma foi, parfaitement normal et parfaitement adapté quand il y a des choses pour lesquelles on se pose des questions. Là, il ne semble pas y avoir d'événements déclencheurs, en tout cas extérieurement jugés comme potentiellement traumatisants, comme un décès ou une maladie ou un cambriolage ou des choses comme ça. Maintenant, il se peut aussi que l'enfant ait pris conscience de certaines choses, ait entendu parler d'un cambriolage, d'un vol, puisqu'il dit qu'il a peur des voleurs. Voilà, ça peut être un petit événement déclencheur qui lui a fait prendre conscience que le monde n'est pas aussi prévisible et confortable que ce qu'il pouvait imaginer jusque-là. Donc ça, c'est aussi générateur d'angoisse de se rendre compte que le monde est parfois beaucoup plus absurde
beaucoup plus insensé que ce qu'on aimerait bien croire, d'accord? C'est d'ailleurs quelque chose qui constitue un facteur de sécurité. Si on y réfléchit bien, le monde est tellement absurde qu'on devrait tous devenir un peu foufou. Bon, je ne vais pas plus loin là-dessus, parce que là, ce n'est pas le cas, mais si c'est le cas avec un enfant, tout simplement lui dire, bah oui, c'est logique que tu aies peur, que tu ressentes des émotions désagréables. Quand un parent a été hospitalisé, quand il y avait un décès dans la famille, bah c'est logique que pendant quelques temps, tu aies un peu peur, on va attendre que ça passe tranquillement. Et souvent, le simple fait de s'entendre dire ça, ça permet à l'émotion de redescendre tranquillement. Alors, je vais du coup en profiter pour aller un petit peu plus loin. Il peut y avoir aussi des enfants qui sont anxieux par tempérament, c'est-à-dire il n'y a pas forcément un événement déclencheur, mais qui sont et qui ont toujours été comme ça. Dans ce cas-là aussi, c'est intéressant pour eux de dépathologiser, de ne pas leur envoyer le message ou de ne pas trop leur envoyer le message que ça n'est pas normal. On a tous peur, certains ressentent la peur plus que d'autres, certains ont fait des expériences qui leur permettent d'oser affronter leur peur plus facilement que d'autres. Et c'est profondément rassurant déjà pour un enfant de s'entendre dire ça. Il faut bien comprendre que dans les situations où la peur s'emballe, ça aussi je vais un peu après vous montrer comment on peut accompagner ça, mais dans les situations où la peur s'emballe, très souvent il y a une composante de honte qui vient ajouter à l'emballement de la peur et je vous explique ça tout de suite. Quand la peur s'emballe très fréquemment, ça part pas forcément de quelque chose de rationnel, de concret, c'est pas forcément un événement difficile, voilà. Ça peut s'emballer à partir d'une toute petite chose, alors j'allais dire comme une perle dans une huître, mais bon, la perle c'est joli, alors que l'angoisse c'est quand même pas sympa, donc plutôt un peu comme un kyste, si vous voulez, qui va se nourrir d'une toute petite chose et qui grossit, qui grossit, qui grossit. Et comme je le disais, dans le grossissement de la peur, il y a cette composante de honte. C'est-à-dire que si on me dit systématiquement que mais enfin c'est pas normal d'avoir peur, mais que enfin c'est complètement absurde d'avoir peur, et bien progressivement, je vais non seulement avoir peur, mais je vais commencer à avoir peur d'avoir peur. Ce qui évidemment rajoute à la panique parce que non seulement j'ai peur, ce qui pourrait peut-être être logique, mais alors je ne suis pas normale d'avoir peur, ce qui là est carrément angoissant parce que ça veut dire que je suis un peu fou et un peu bizarroïde. Donc le premier mouvement, c'est quasiment systématiquement de dire à l'enfant que s'il a peur, c'est que probablement il a des raisons d'avoir peur. Alors je mets un bémol à ça, parfois c'est intéressant de leur dire qu'ils ont des raisons d'avoir peur, mais que si nous, adultes, on reste à côté d'eux, surtout là à 7 ans, hein, attention, je ne dirais pas du tout la même chose pour des enfants beaucoup plus petits, mais que si nous, adultes, on reste là à essayer de les rassurer, à essayer de leur dire mais non, tout va bien, etc., c'est possible que leur cerveau réagisse négativement dans deux directions. La première direction, c'est si mon parent il reste là, je suis stressée, je suis angoissée, j'ai peur de la séparation, et mon parent reste là, mon cerveau il se dit, oula, si le parent reste, c'est peut-être qu'il y a une raison d'avoir peur, vraiment, et du coup il commence à croire à sa propre peur. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus. Rester apaisé, enfin c'est comme si, et si on reste pour essayer de dire mais non, mais ne t'inquiète pas, ça risque rien, le cerveau va s'emballer en étant encore plus inquiet de penser que cette peur est illogique. Alors je vais vous raconter 2 ou 3 petites situations. La première situation pour vous montrer comment on peut accompagner une angoisse comme ça qui s'est emballée. La première situation que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'une petite fille qui avait à peu près 6 ans quand sa maman est venue me voir et qui était exactement dans cette situation-ci d'angoisse très forte de la séparation au point que sa mère ne pouvait pas, par exemple, aller dans la cuisine sans qu'elle fasse un drame parce qu'elle l'avait perdue de vue à 6 ans. Enfin, vous voyez que, ok, elles font ça à 9 mois, à 18 mois, à 2 ans, on peut encore comprendre. À 6 ou 7 ans, on se dit là, il y a quand même un truc. Et pour la maman, ça devenait hyper lourd. Et donc, fort logiquement, ce que faisait la maman dans cette situation, c'était de dire à sa fille « Mais ne t'inquiète pas, regarde, je vais juste dans la cuisine, je suis pas loin. » Et donc, la maman était dans cette anticipation systématique pour éviter
que sa fille ait peur ou pour diminuer l'angoisse. Sauf que ça diminuait rien du tout. Même à l'école, la petite fille en question passait son temps, donc elle avait une montre, elle passait son temps à demander quand est-ce que sa maman allait venir la chercher. Au début, elle n'avait pas de montre. Après, la montre, c'était pour qu'elle arrête de poser la question à la maîtresse. Mais en fait, elle passait la journée les yeux rivés sur sa montre à attendre l'heure. Donc là, dans cette situation-là, il y avait un événement déclencheur, c'est-à-dire une hospitalisation en urgence de la maman qui avait vraiment aggravé le phénomène, enfin en tout cas déclenché le phénomène. Donc déjà, il y a des mots à mettre là-dessus, sur bah oui, tu as eu peur, et effectivement, tu es bien placé pour savoir que ça peut se reproduire à n'importe quel moment. Donc je ne peux pas te dire que ça ne va pas se reproduire. Ça, c'est quelque chose qu'on a toujours du mal à dire à nos enfants. La vie peut nous réserver des milliers de surprises, on peut mourir brutalement, on peut avoir un accident, on peut tomber malade, on peut se faire cambrioler à n'importe quel moment. C'est pas une raison pour paniquer, ça vaut le coup aussi de relativiser, ça arrive rarement, mais ça peut arriver. Parce que si on essaye de dire au cerveau, il y a zéro risque, il y a zéro risque, notre cerveau il n'est pas dupe, il sait qu'il n'y a pas zéro risque, et donc il dit non, 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 il y a des risques, il y a des risques, il y a des risques. Et ça peut faire crier la peur plus fort. Donc la maman en question, face à sa petite fille, était dans l'anticipation pour essayer de faire en sorte que sa peur s'apaise. Et pour ça, en fait, de lui dire, mais regarde, je vais dans la cuisine, je vais dans le machin, je vais dans le truc, ça envoyait implicitement le message à cette petite qu'elle n'était pas capable de gérer la séparation. Alors, je ne sais pas si c'est très clair, ça. Dites-moi, en fait, ce que vous comprenez de ça, si ça vous parle ou pas. Et donc, la chose que j'ai proposée à la maman en question, c'est de dire à sa fille, écoute, ma chérie, en fait, pour le moment, tu stresses, tu fais des crises, tu fais de la panique. Ben, écoute, c'est comme ça pour le moment. Donc, toujours normaliser la situation actuelle, dépathologiser. Étape 2, de lui dire, bientôt tu sauras faire autrement. Tu es capable, tu vas savoir surmonter ça. Pour le moment, tu ne sais pas faire autrement. Donc, montrer un optimisme thérapeutique, j'appelle ça. Ça. On va apprendre, il n'y a pas de problème. En attendant, c'est comme ça. Voilà, quand je vais partir, bah, tu vas stresser, tu vas angoisser. Et puis après, tu vas constater que, bah, en fait, je suis revenue et qu'il n'y a pas de problème. Mais sur le moment, tu vas faire une crise. Donc, ça, c'était la première étape. Et la deuxième chose, c'est que j'avais demandé à cette maman de cesser de prévenir systématiquement sa fille. De ne pas lui dire oui mais là je vais aller dans la cuisine, ne t'inquiète pas, je suis dans la buanderie, pas de problème, je reviens, etc. De ne plus lui dire ça parce que ça avait tendance à augmenter en fait l'angoisse de sa petite. Et je lui ai dit maintenant, au contraire, vous allez vous forcer à partir sans rien lui dire. Et si jamais elle fait une crise, voilà, vous lui direz, bah, écoute, c'est pas grave, on avait prévu, tu te souviens, on avait dit que tu allais faire une crise, donc tout va bien, c'était prévu. Et puis si elle en fait pas, pas de problème. Vous n'en faites pas de cas. Et au rendez-vous suivant, donc cette maman a appliqué ce que je lui ai proposé, et au rendez-vous suivant, elle arrive en me disant, alors là, il s'est passé un truc bizarre, donc j'ai fait exprès de ne pas lui dire. Un jour, je suis allée aux toilettes sans lui dire. Je l'ai entendu, tout d'un coup j'ai entendu des cris, elle pleurait, elle hurlait, etc. Mais je me suis retenue, j'ai rien dit, je suis restée dans les toilettes et puis ça s'est calmé. Quand je suis revenue quelques minutes après, il n'y avait plus rien et donc la maman me dit, j'ai dit mais j'ai entendu des cris tout à l'heure parce que j'étais quand même curieuse. Et donc, tout simplement, la gamine qui était avec son petit frère a dit « Mais c'est mon petit frère qui a pleuré !» Voilà, et du coup, la situation s'est énormément apaisée. Donc ça, c'est pour attirer votre attention sur le fait que, effectivement, le fait de cesser de rassurer peut être rassurant. Donc, Julie, je mets mes lunettes parce que je vois que vous avez mis un commentaire. Donc Julie me dit, anticiper la peur pour l'éviter la renforce car on met en avant un événement qui devrait être banal. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on commence à dire, attention, je vais aller dans la buanderie, je vais aller dans la cuisine. Ça veut dire, oulala, c'est un événement risqué, alors qu'il devrait passer complètement inaperçu. Et pour le soir, en fait, c'est la même chose dans la question de Cindy, la question du jour. Bah, c'est la même chose. J'ai pas le détail de ce que disent les parents, mais très souvent dans ces situations-là, on dit, voilà, on va aller se coucher, etc., etc. Donc, le plus possible, c'est un événement tout à fait normal. Le plus possible, on dédramatise. Tu vas faire des crises, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Bah, c'est comme ça va passer, mais pour le moment, c'est comme ça. On dédramatise et on rend normal cette situation.
Ensuite, il peut y avoir, dans certains cas, besoin, si vraiment il y a beaucoup d'angoisse, de faire vider le sac de la peur. Et pour ça, on prend l'enfant, alors à distance du coucher, de préférence, par exemple quand il rentre de l'école, on prend un moment pour lui dire de nous parler de tout ce qui lui fait peur. Ça, c'est surtout vrai si on a tendance à éviter et à dire à l'enfant, oulala, non, mais attention, ne parle pas de ça. Si on a tendance à éviter de rentrer dans la peur, ça peut valoir le coup de faire vider. Si au contraire, on parle beaucoup de ce qui fait peur, peut-être alors qu'il vaut mieux faire la conspiration du silence. La conspiration du silence, paradoxalement, ça peut être intéressant. Justement, si moi j'ai tendance à beaucoup parler, oh là là, je suis très stressée, j'ai très peur, et que les gens autour de moi ont une attitude, oh là là, oui, la peur va trouver un intérêt à s'exprimer et peut se renforcer aussi de cette façon-là. Donc, identifiez bien où est-ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes plutôt dans on parle de la peur, qu'est-ce qui te fait peur, etc. Auquel cas, il faut peut-être arrêter. Ou est-ce que vous êtes plutôt, ben non, mais c'est pas grave, ça va. Auquel cas, il faut dire, ben, peut-être que tu as plein de raisons d'avoir peur, vas-y, raconte-nous. Et quand vous faites ça, ne répondez pas, n'argumentez pas, n'essayez pas de raisonner. Il faut juste que l'enfant vous dise, et si ça a l'air de se tarir, vous lui dites, est-ce que tu es sûr que tu as tout bien dit ou tu veux en rajouter? Et voilà. Mais surtout, vous écoutez attentivement sans réagir. Simplement dire ah oui, ah d'accord, ok. Mais pas d'argumentation, pas essayer de raisonner, d'apaiser, de dire des choses comme ça. Et ensuite, expliquer à l'enfant que rester avec lui, essayer de l'apaiser, peut faire croire à sa peur qu'elle a des raisons d'être, et donc le soir par exemple au coucher, on va le laisser, que certainement il va être inquiet, mais qu'on va quand même le laisser. À cet âge-là, 7 ans, c'est tout à fait jouable, d'accord? Avec des plus petits, on va peut-être le faire un peu plus progressivement. Si vraiment pour l'enfant c'est difficile, on peut le faire progressivement, c'est-à-dire vas-y montre-moi combien de temps tu es capable de rester sans paniquer. Ça envoie le message, tu es capable de le faire. Si c'est 5 minutes le premier soir, super. Et puis l'idée c'est de mettre en place une espèce de challenge pour faire de plus en plus. Mais le plus efficace c'est souvent d'être tout de suite cadran, j'ai confiance, il n'y a pas de problème, tu vas y arriver et tu ne vas pas stresser ou tu vas surmonter ta peur. L'idée c'est pas de dire tu vas pas avoir peur, c'est tu vas avoir peur et tu vas la surmonter. Je vous mettrai en lien dans la description de la vidéo un article que j'avais partagé en lien il y a longtemps mais qui est peut-être passé inaperçu, qui est un article de Marina Blanchard de Virage Formation sur comment gérer la peur en thérapie brève, enfin, avec l'approche que nous pratiquons, avec le modèle de Palo Alto, chez une enfant, une fille, là pour le coup, mais ça revient au même, de à peu près le même âge et qui est très éclairant sur justement la dynamique et qui reprend quasiment tout ce que j'ai dit là, mais ce sont des techniques qu'on utilise assez souvent. Et ben voilà, donc il y a quand même, si on arrête d'accompagner l'enfant le soir, il y a un point d'attention, c'est vérifier que l'enfant a suffisamment d'attention la journée, qu'il peut exprimer ce qui ne va pas à ses parents pendant la journée, sans problème, en étant écouté. Parce que sinon, ça peut être un peu brutal si j'ai pas d'autres moments pour exprimer ce qui va et ce qui ne va pas dans ma journée. Là, la maman a dit il n'y a pas de problème RAS à l'école et tout ça, donc c'est vrai que ça vaut le coup de vérifier s'il y a des difficultés ou des problèmes. L'angoisse, ça peut être le signe qu'il y a un problème relationnel avec les camarades, un problème d'échec scolaire ou un problème dans des activités extrascolaires, en relation avec les autres enfants ou avec les professionnels. Alors, je vois que Julie a une question pour les plus jeunes, je vais y revenir. J'avais mis pas mal d'articles pour les plus jeunes sur le blog, donc je vous les mettrai en lien dans la description de la vidéo. Avec les plus jeunes, on va avoir souvent une démarche un peu plus progressive. Avec les très jeunes, le plus efficace, alors c'est difficile de donner des âges parce que ça dépend aussi de la personnalité de l'enfant, mais avec les plus jeunes, le plus efficace, c'est souvent tout simplement de rester disponible et puis petit à petit, ça s'apaise. C'est comme ça qu'on peut très bien dormir avec ses enfants jusqu'à un âge assez avancé, puis que soudain, ils réclament à dormir seuls d'eux-mêmes parce que ça y est, ils ont passé naturellement une étape. Donc, avec les plus jeunes, je suis dans quelque chose de beaucoup plus soft. On va rester, on va accompagner tranquillement. On peut avoir le même type de réaction qu'avec les plus grands pour ne pas envenimer, enquister la peur, de tout simplement dédramatiser, tu vas probablement avoir un peu peur, c'est normal. Donc, ça me permet de résumer les différentes étapes. Premièrement,
vérifier s'il y a un événement déclencheur ou pas, et qu'il y en ait un ou pas dans tous les cas, dépathologiser la peur. C'est logique d'avoir peur. Il y a plein d'événements surprenants, bizarres, et a fortiori s'il y en a eu un, bah, c'est logique de ressentir du stress. S'il y a eu un événement déclencheur clairement identifié, l'étape 2, c'est de se dire bah, peut-être que tout simplement on a besoin de temps, donc on va rester avec toi, et puis quand tu sentiras que tu n'as plus besoin qu'on reste avec toi, bah, tu pourras nous dire que c'est bon. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième, s'il n'y a pas d'événement déclencheur, enfin c'est toujours la deuxième, mais s'il n'y a pas d'événement déclencheur, on peut passer plus rapidement à, bah écoute, voilà, peut-être que toi tu vas stresser, quand on reste avec toi, quand on fait des choses, ça devient de la panique, alors que si tu l'affrontes seul, ça devient du courage. Donc, on a confiance, tu vas stresser, ça va être difficile au début, mais tu vas y arriver. Et puis progressivement, on fait comme ça. Alors, c'est sûr que ça peut prendre plusieurs jours. En général, il faut bien une semaine, 10 jours, 2 semaines pour qu'on commence à voir que les choses s'apaisent. Donc ça, c'est important de tenir aussi, si on va dans cette démarche, de tenir un peu dans cette direction. Donc pour répondre à la question de Julie pour les plus jeunes, je vous mettrai des liens vers des articles du blog dans la description de la vidéo qui pourront vous aider. J'attends de voir si vous avez de nouvelles questions. En attendant, je vous parle un peu des prochaines interventions. Alors, je prends mon ordinateur et mon agenda parce que je n'ai pas tout en tête. Qu'est-ce que j'ai comme prochaines interventions? Alors, cette semaine, rien. Ce lundi 13, je serai à la Cordée Annecy, l'invité du déjeuner, donc c'est là où je reçois pour mes rendez-vous individuels d'accompagnement. C'est réservé aux encordés ou en tout cas aux gens qui seront présents à l'heure du déjeuner à la Cordée. Il s'agit d'un temps d'échange sur les émotions, comment ça marche et tout ça. Donc si ça vous intéresse, il faut m'envoyer un message parce que l'accès est un peu restreint. Mardi 14, je suis à Villefontaine pour une intervention sur les écrans, temps d'échange. Donc là, c'est aussi, il y a un nombre de places restreint, donc il va falloir vous inscrire. Les infos sont sur le site www.scomc.fr. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Ensuite, on passe au jeudi 23 mai. Où je donne une conférence à Villars-sur-Doron en Savoie sur la fratrie. Là c'est accès libre, donc vous pouvez venir comme vous voulez. Et là aussi je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et enfin le 25 mai, je donne une conférence à Rieux-la-Pape à côté de Lyon sur le thème « Comment survivre à la petite enfance ». Donc je pense que ça va être une conférence qui va être assez drôle parce que je vais vous parler de ce que c'est que vivre avec des tout petits enfants et que c'est un peu difficile et qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut trouver son équilibre avec des tout petits enfants. Bon bah voilà, je vous rappelle que vous pouvez participer sur Tipeee si les ressources que je vous ai proposées dans cette vidéo vous intéressent. Le lien sera dans la description de la vidéo. En gros c'est tipeee.com je crois, /scomc Sandrine Donzel, et vous pouvez donner à partir de 1 €. Je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour le prochain SOS Scomc. D'ici là, vous pouvez m'envoyer vos questions par mail sandrine@scomc.fr en précisant bien questions pour le SOS Scomc. Et puis, la semaine prochaine, 9h30, je tire une question au sort et j'y réponds en direct. Merci à tous et à toutes et à la semaine prochaine.